Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de Curious History. Comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement déjà, cette chaîne a toujours eu une ambition qui va bien au-delà de la simple publication de vidéos sur les paquebots ou les naufrages. Depuis sa création, mon objectif est de faire de Curious History un véritable hub culturel consacré au monde maritime. Une plateforme où l'on pourrait retrouver des documentaires historiques approfondis sur les grands paquebots, les compagnies maritimes légendaires, les catastrophes navales, mais également, à terme, des reportages réalisés directement sur le terrain. J'aimerais pouvoir partir à la rencontre des acteurs du monde maritime d'aujourd'hui. Visiter avec vous des ports, embarquer à bord de navires, découvrir les métiers de la mer, interviewer des marins, des historiens, des conservateurs de musées maritimes, des officiers et des pilotes portuaires, ou encore des passionnés qui consacrent leur vie à préserver cette mémoire, ainsi que ce monde exceptionnel. C'est une direction que je souhaite donner à Curious History dans les années à venir. Malheureusement, je traverse actuellement une période un peu plus compliquée sur le plan matériel. Mon ordinateur, qui me sert à réaliser l'ensemble des documentaires de la chaîne, arrive à sa fin. Les ralentissements sont de plus en plus fréquents. Les logiciels de montage deviennent de plus en plus difficiles à utiliser. Certaines tâches qui nécessitaient auparavant quelques minutes demandent désormais plusieurs heures de travail. Cette situation a un impact direct sur la production des vidéos, je le sais, et vous le ressentez. Les publications se font donc plus espacées qu'auparavant, et la réalisation de chaque documentaire demande beaucoup plus de temps et d'énergie. Plutôt que de laisser la chaîne silencieuse entre deux productions, j'ai donc eu envie de vous proposer un nouveau format pour cette fois-ci. Un format différent, beaucoup plus facile à réaliser. Car plutôt que de le créer entièrement, je vais cette fois-ci être un relais. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un livre audio, consacré au Titanic. Et ce choix n'est absolument pas un hasard. Car bien avant Curious History, bien avant YouTube, bien avant même mes premiers documentaires, il y avait déjà une fascination. Une fascination pour un navire, et je ne pense pas être le seul sur cette chaîne. Je parle du Titanic. En effet, depuis mon enfance, le Titanic occupe une place particulière dans mon imaginaire, et James Cameron n'y est sans doute pas pour rien. Comme beaucoup de jeunes passionnés, j'accumulais tout ce qui pouvait avoir un lien, même lointain, avec son histoire. Je parle de livres, documentaires, magazines, maquettes, photographies, articles de presse, films ou même des émissions de télévision. Chaque nouvelle découverte était une porte ouverte sur un univers qui me fascinait toujours davantage. Avec le recul, la création même de cette chaîne est probablement la conséquence naturelle de cette passion, née il y a de nombreuses années. Et parmi tous les ouvrages que j'ai pu explorer durant cette période, l'un d'entre eux a laissé une empreinte particulière dans ma mémoire. C'est précisément celui-ci que je vous propose aujourd'hui de découvrir, ou redécouvrir, sous la forme d'un livre audio, avec quelques illustrations cette fois-ci. L'histoire vraie du Titanic est un ouvrage sonore, publié par l'éditeur Frémaux et Associés. Nous allons ici suivre le narrateur, incarné par Francis Perrin, qui va nous proposer une plongée captivante dans l'histoire du plus célèbre paquebot de tous les temps. À travers cette histoire, nous découvrirons non seulement le voyage à bord de ce navire, quelques illustres personnages, et accompagnerons aussi les passagers lors de sa disparition tragique. Et si ce récit que je vous propose nous touche encore aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce qu'il raconte la perte d'un navire. C'est parce qu'il parle de rêve, d'ambition, d'espoir, de courage, de destin ainsi que de fragilité humaine. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à vous immerger, sans mauvais jeu de mots, vers une aventure humaine bouleversante. Que vous soyez un passionné de longue date ou que vous découvriez cette histoire pour la première fois, je vous invite ici à embarquer pour un voyage dans le temps. À l'époque de mon enfance, bon nombre de nuits ont d'abord été percées par les mots de ces acteurs. Des nuits où le sommeil me gagnait avec efficacité et sérénité, grâce à ce que vous vous apprêtez à écouter. Je sais que plusieurs abonnés utilisent mes vidéos et mon timbre de voix pour tomber dans les bras de Morphée, et cette vidéo peut les y aider également, et j'en sais quelque chose. Si vous appréciez le travail réalisé sur Curious History et si vous souhaitez soutenir le développement de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette histoire autour de vous si vous connaissez des gens qui apprécieraient cette œuvre pour sa découverte, l'éveil culturel, ou simplement son ambiance relaxante. Vos commentaires sur cette chaîne sont également importants. Je les lis tous avec beaucoup d'attention, de reconnaissance et de bienveillance. Et ils contribuent directement à faire vivre cette communauté de passionnés du monde maritime et des aventures humaines. Pour celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin, vous pouvez également soutenir la chaîne dans son développement via Tipeee. Et m'aider par conséquent à me racheter du matériel. De mon côté c'est prévu, mais ensemble on va plus vite et plus loin. Chaque contribution, même modeste, participe directement au financement du matériel, à la production des documentaires et aux futurs projets que j'aimerais développer sur le terrain. Votre soutien, quel qu'il soit, permet à Curious History de continuer à exister
et surtout à grandir. Merci pour votre confiance et votre fidélité, et je vous souhaite maintenant une excellente écoute. L'histoire que nous allons vous raconter ici n'est pas le fruit de l'imagination géniale d'un metteur en scène américain, ni même de la plume d'un romancier de talent. Il s'agit bien d'un fait réel sur lequel des dizaines d'historiens se sont penchés, sans pour cela trouver toutes les réponses aux questions posées. C'est l'incroyable résultat de toutes les négligences et de toutes les aberrations dont les hommes sont capables lorsqu'ils veulent se hisser au niveau des dieux. C'est l'histoire vraie du plus tragique naufrage de toute l'histoire de la marine, celle du géant des mers, le Titanic. Nous sommes le 9 avril 1912, à Southampton, en passe de devenir le plus grand port britannique. Le président de la White Star, Bruce Ismay, fait visiter le navire au vieux banquier Morgan et à Lord Pirrie, directeur des chantiers Harland et Wolff, qui a construit le navire. Et ces deux hommes sont en fait les véritables commanditaires du Titanic. L'ingénieur Andrews et le capitaine Smith les accompagnent. De tous côtés, les ordres fusent. Ici, on embarque quelques 166 tonnes de viande fraîche. Là, des livreurs montent à bord 13 tonnes de beurre, 35 000 œufs frais, 7 000 litres de lait. Les sommeliers achèvent leur inventaire qui ne compte pas moins de 15 000 bouteilles de bière, 1 000 bouteilles de vin et 8 000 cigares. Le navire ressemble plus à une fourmilière qu'à autre chose. En un mot, le Titanic se prépare à vivre une traversée inaugurale digne des 1001 nuits. Mais je vous propose plutôt de retrouver l'armateur, M. Ismay, sur le pont du bateau. Alors, Monsieur Morgan, qu'en pensez-vous? Ma foi, c'est impressionnant. Je m'étonnerais toujours qu'une telle masse puisse flotter sur l'eau. C'est vrai quand on y pense, Monsieur Andrews. Par quel sortilège arrivez-vous à faire flotter 46 000 tonnes d'acier? Ce n'est pas de mon fait. Archimède y est pour beaucoup. Monsieur Andrews, vous êtes trop modeste. Vous venez de nous concevoir le plus grand paquebot jamais construit au monde, et voilà que vous en attribuez les mérites à ce brave Archimède. Lui-même n'aurait jamais imaginé qu'un navire de 270 mètres puisse un jour prendre la mer. Enfin, messieurs, si vous voulez bien me suivre, nous allons commencer la visite. Le petit groupe monta jusqu'au pont A, à plus de 20 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Comme vous allez pouvoir le constater, rien n'a été épargné pour que les premières classes voyagent dans un luxe jusqu'ici inégalé. À ma gauche, le grand salon. Un peu plus loin, la bibliothèque prolongée par son cabinet de lecture. Un peu plus vers l'arrière, le fumoir et le bar qui s'ouvre sur une vue imprenable sur la mer. Ismay entraîna ses hôtes vers l'escalier à double volée qui, depuis le pont de promenade, descendait jusqu'au pont C. Le banquier Morgan et Lord Pirrie ne purent s'empêcher un léger sifflement d'admiration. Je vous présente la plus grande salle à manger jamais construite sur un paquebot. 40 mètres de long sur 28 de large. Tout juste 550 couverts servis en même temps, avec au centre la table où le capitaine Smith dînera chaque soir au milieu de tout ce que le monde compte de célébrités. Lord Pirrie, qui n'avait pas encore pris la parole, intervint. Captain Smith, je suis bien certain que vous avez déjà parcouru la liste des passagers de première classe qui vont s'embarquer demain. Comptez-vous parmi eux quelques noms connus? Le vieux capitaine sortit de la poche intérieure de sa veste un papier qu'il déplia. Il ajusta ses lunettes et commença son énumération. Nous aurons à bord le Major Butt, qui est, comme vous le savez, l'aide de camp du président des États-Unis. Le colonel John Astor. Bah, un vieil habitué. Ah, je connais très bien le colonel. C'est l'homme le plus intéressé du monde par tout ce qui tient à la technique. Il est d'ailleurs propriétaire de très nombreux brevets dans le domaine des pneumatiques de voitures ou même des turbines de navires. C'est aussi l'un des hommes les plus riches de la planète. Certes. Continuez, capitaine. Il voyagera avec sa jeune épouse qui attend un heureux événement. Nous accueillerons également Benjamin Guggenheim, le roi du cuivre, ainsi que notre vieil ami Isidore Strauss et sa femme. Monsieur Strauss est le propriétaire des 3/4 des grands magasins de New York. Excusez-moi, capitaine, je vous ai coupé la parole.
Ce n'est rien. George Widner, le roi des tramways. Charles Hayes, président de la plus importante compagnie de chemin de fer canadien. John Thayer, qui détient la Pennsylvania Railroad. Voilà à peu près les noms qui sont en ma possession à cette heure. Mais vous avez oublié le président de la White Star, Monsieur Ismay. Oui, mais moi, ce n'est pas la même chose. Je voyage gratuitement aux frais de la compagnie. Eh bien, voilà une clientèle triée sur le volet. Il n'aurait pu en être autrement, Monsieur Morgan. N'oubliez pas que ceux qui occuperont les suites devront débourser la bagatelle de 720 000 francs pour moins de 7 jours de traversée. Les 5 hommes continuèrent leur visite dans une bonne humeur et un optimisme qui était tout à fait de circonstance. De temps à autre, ils devaient se plaquer contre les parois des coursives afin de laisser le passage au personnel de bord qui s'affairait aux derniers préparatifs. Capitaine Smith, combien accueillons-nous de passagers pour cette croisière inaugurale? 1313, pour être tout à fait précis. 2-13 de suite. Ah mon Dieu, vous n'êtes pas superstitieux. Un capitaine n'est jamais superstitieux. Ça porte malheur. Au contraire, monsieur Ismay, les capitaines sont tous superstitieux. Mais, par bonheur, nous ne serons pas 1313 à bord. Il faut y rajouter les 894 hommes d'équipage. Enfin, quand je dis 894 hommes, je devrais dire 871 hommes et 23 femmes affectées au service de l'alimentation. Et, à n'en pas douter, nous aurons également des passagers de dernière minute. Donc 425 mécaniciens et chauffeurs. Des chauffeurs? On les appelle ainsi parce que c'est eux qui vont faire chauffer les 29 chaudières en y pelletant 13 000 mètres cubes de charbon. Eh bien justement, si vous nous faisiez visiter les salles de machines. Je vous préviens, apprêtez-vous à vivre l'enfer. Les machines sont déjà en préchauffe et la température en bas avoisine les 50 degrés. Eh bien, cela nous réchauffera un peu. Nous vous suivons, Monsieur Ismay. Dites-moi, Capitaine Smith, n'avez-vous pas un petit pincement au cœur de savoir que ce voyage est le dernier de votre longue carrière? Voulez-vous que je vous fasse une confidence, monsieur Morgan? Certainement. Je ne suis pas mécontent de prendre ma retraite. J'ai toujours eu le mal de mer. En fin de soirée, les heureux propriétaires de ce merveilleux navire, qui, à n'en pas douter, était le plus luxueux jamais construit, dînèrent à la table centrale de la grande salle à manger. Ils passèrent leur temps à se congratuler mutuellement pour les prouesses techniques réalisées dans la construction du Titanic. Le 10 avril 1912, dans le milieu de l'après-midi, la foule, massée sur les docks du port de Southampton, contemplait le Titanic qui appareillait. Il faisait route vers Cherbourg, où devaient embarquer une centaine de passagers. Le temps était gris, mais la mer était exceptionnellement calme pour la saison. Tous les passagers qui montèrent à bord furent enthousiasmés par les infrastructures de l'imposant navire. Les 706 passagers de 3e classe, qui étaient surtout des immigrés partant pour les États-Unis, n'en revenaient pas. Pour la première fois, ils étaient logés dans des conditions, sinon luxueuses, tout au moins confortables. Leurs billets ne leur donnaient plus seulement droit à ces dortoirs où s'entassaient une cinquantaine de lits, mais à de véritables cabines de 6 ou de 8 couchettes. Les 285 secondes classes découvrirent leurs cabines individuelles où les couchettes avaient été remplacées par de vrais lits. Certaines d'entre elles possédaient même une salle de bain. Inutile de vous décrire le luxe extraordinaire déployé pour les appartements des 325 premières classes. Même les plus luxueux des palaces d'aujourd'hui n'arrivent pas à la cheville des installations du Titanic. Meubles anciens, boiseries, climatisation et chauffage individuel, moquettes, quelques 21 000 couverts en argent et 10 000 pièces de vaisselle fabriquées tout spécialement par la société Goldschmidt et Silversmith, toutes décorées du célèbre logo de la White Star, une étoile blanche sur un drapeau rouge. Au lendemain de cette escale en France, le paquebot effectua une dernière escale à Queenstown, en Irlande, où les 120 derniers passagers montèrent à bord. C'est donc le 11 avril au soir que la traversée débuta vraiment. Le capitaine Smith avait invité à sa table le roi des tramways, M. Widener, accompagné de sa femme, ainsi que M. John Astor. Ce dernier avait 43 ans et avait défrayé les chroniques des magazines internationaux
par la multiplicité de ses démêlés sentimentaux. Ne venait-il pas d'épouser une séduisante jeune fille de 18 ans? Bruce Ismay et Thomas Andrews s'étaient joints à eux. Comment trouvez-vous le Titanic, monsieur Widner? Tout simplement somptueux, monsieur Ismay. Je me suis laissé dire que le Titanic était le premier navire de toute l'histoire maritime à être réellement insubmersible. C'est parfaitement exact, mais monsieur Andrews vous expliquera mieux que moi l'ingénieux système qu'il a conçu. Widener se tourna vers l'ingénieur. Je brûle d'impatience de vous écouter, monsieur Andrews. Messieurs, le Titanic offre un niveau de sécurité encore jamais atteint. Les 270 mètres du navire et ses 28 mètres 50 de large le mettent à l'abri des plus fortes tempêtes. Et son double fond lui permet de s'échouer sans risque. Et en cas d'abordage, ne risque-t-il pas de subir le même sort que le République qui coula il y a 3 ans? Aucun danger. Toutes les chaufferies et les salles de machines sont placées dans des compartiments indépendants. Si une voie d'eau venait à apparaître, les 5 pompes de ballast et les pompes de cale pourraient évacuer 400 tonnes d'eau à l'heure. Impressionnant. La coque du navire est protégée par 15 cloisons fermées par des portes étanches commandées électriquement depuis la passerelle. J'ajoute que le Titanic peut continuer à faire route avec 2 compartiments complètement inondés. Vous voyez, messieurs, nous sommes dans une citadelle imprenable. Un navire totalement insubmersible. Voilà bien une vraie révolution. Mais dites-moi, monsieur Andrews, certaines critiques affirment qu'il n'y a que 20 canots de sauvetage. Pour 2000 passagers, c'est peu. Excusez mon épouse, monsieur Andrews. Elle est un peu taquine. Elle n'a pas totalement tort. Non, en vérité, la sécurité sur les navires d'aujourd'hui, et particulièrement sur le Titanic, est essentiellement axée sur la prévention. Nous considérons que le navire étant insubmersible, les chaloupes ne sont là que pour rassurer les passagers et sacrifier à la tradition. Vous voyez, chérie, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je n'étais pas inquiète. D'ailleurs, je sais que le Titanic est entre de bonnes mains. Ne dit-on pas que monsieur Smith est le plus expérimenté des capitaines sur tout l'Atlantique? N'est-ce pas, monsieur Ismay? Certainement, Madame Astor. Notre capitaine assure aujourd'hui le commandement de son 17e navire. Il n'existe aucune situation dont il ne se soit rendu maître un jour. Ma foi, madame, et sans vouloir me lancer des fleurs, soyez assurée que je maîtrise parfaitement la situation. Le capitaine Smith s'est tiré à merveille d'un mauvais pas l'année dernière lorsqu'un croiseur a abordé le navire qu'il commandait au large de l'île de White. Il a su éviter le drame de justesse et il a pu ramener le bâtiment à bon port. J'en suis fort aise. Nous voilà rassurés. Nous atteindrons donc New York dans moins de 6 jours. La traversée est prévue pour durer 6 jours et demi, mais il n'est pas question pour nous de pousser trop les machines. Elles sont en rodage. Après le dessert, les hommes se retrouvèrent au bar pour y prendre le café et y fumer un cigare. La jeune Madame Astor se retira dans ses appartements. Dans les ponts inférieurs, l'ambiance était beaucoup plus détendue et les passagers de 3e classe ne fumaient pas le cigare, mais s'amusaient beaucoup. Beaucoup s'étaient regroupés par ethnie. Les Irlandais qui émigraient vers l'ouest avaient formé un clan. La bière coulait à flot et le soir venu, ils jouaient de la musique et dansaient comme ils aimaient le faire dans les pubs de leur Irlande natale. Il y avait là aussi beaucoup d'immigrants des pays de l'Est. Aussi n'était-il pas rare d'entendre résonner dans les coursives le son aigu d'un violon tzigane ou les mélodies du folklore arménien. Parmi cette foule bigarrée et joyeuse se trouvait une famille juive arménienne dont le nom était Samahan. Anna et Elias Samahan étaient un couple très uni d'une trentaine d'années. Ils avaient longuement hésité avant de prendre la décision de partir pour l'Amérique où, ils en étaient maintenant convaincus, la fortune les attendait. Anna était une jeune femme douce et craintive. Elle avait eu une enfance difficile car la misère sévissait à cette époque en Arménie. Elias, quant à lui, était un homme robuste, d'une force exceptionnelle. Il avait exercé tous les métiers, mais finalement s'était fixé sur celui de bûcheron. Les quelques immigrés qui de temps en temps revenaient au pays pour y visiter leur famille lui avaient affirmé que la main-d'œuvre manquait aux États-Unis et que l'industrie américaine avait de plus en plus besoin de bois. La famille Samahan avait vendu le peu qu'elle possédait et avait économisé pendant des années afin de pouvoir se payer les billets de traversée qui, en 3e classe, valaient tout de même l'équivalent de 7200 francs d'aujourd'hui par personne. Elias s'était fixé pour objectif de travailler dur pendant quelques années, puis de monter sa propre entreprise d'exploitation. Comme il le disait souvent, le rêve est gratuit, et personne ne peut m'empêcher de rêver.
Le couple voyageait avec leur jeune fils, Youssef, qui allait fêter ses 10 ans pendant la traversée. Pour être plus précis, le 14 avril. Elias n'avait pas beaucoup de moyens, mais il avait pris soin d'acheter à Southampton, avant le départ, une petite maquette du Titanic pour l'offrir à son fils. Quel souvenir mémorable ce serait de pouvoir contempler chaque jour la réplique du navire trônant sur la cheminée de cette maison qu'ils imaginaient déjà. N'était-ce pas fantastique que d'avoir 10 ans et de fêter son anniversaire sur le plus grand paquebot du monde? En cette soirée du 11 avril 1912, la famille Samaan se promenait sur le pont arrière du navire. C'était une nuit sans lune, mais en levant les yeux au ciel, on pouvait contempler des milliers d'étoiles qui scintillaient au firmament. Regarde, Youssef. Tu vois cette étoile qui brille plus que les autres? Où ça? Lève tes yeux, gros bêta. Là, au bout de mon doigt. Ah oui, je la vois. C'est l'étoile polaire. Elle indique le nord. Et tous les navigateurs du monde l'adorent, car elle permet de se repérer plus facilement. Quand on sort en Amérique, on la verra encore? Bien sûr. Tiens, si tu veux, ce sera désormais notre étoile fétiche. Chaque fois que nous aurons un vœu à prononcer, nous nous tournerons vers elle pour lui demander d'exaucer nos prières, d'accord? D'accord. Justement, je voudrais bien faire un premier vœu ce soir. C'est bon. Fixe bien ton regard sur notre étoile. Concentre-toi et fais ton vœu. Après cela, nous rentrerons. Il fait très frais ce soir. L'enfant fit ce que son père lui avait dit. Au dernier moment, il ferma les yeux et pensa fortement. Mon Dieu, faites que notre famille reste toujours unie et que les rêves de mon cher papa se réalisent. Il le mérite tant. Les hommes restent parfois sourds aux appels du destin. Ils cherchent sans doute à braver les éléments et à se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent assumer leur destin sans le secours de Dieu. Les premiers jours de la traversée se déroulèrent sans aucune ombre au tableau. L'ingénieur Andrews passa son temps à parcourir le navire de long en large, avec son petit calepin à la main, notant minutieusement tous les points de détail à revoir. Quelques ouvriers le suivaient dans cette besogne, en profitant pour réparer sur le champ une porte qui fermait mal, un robinet de salle de bain qui goûtait, ou un radiateur électrique qui refusait de se mettre en marche. Le défaut majeur auquel il faudrait remédier lors du retour en Angleterre était un équilibrage défectueux du bâtiment qui penchait imperceptiblement sur bâbord. Quelques passagers en avaient d'ailleurs fait l'observation à des stewards, car lorsqu'ils posaient leur stylo à plume sur une table, celui-ci roulait doucement, toujours du même côté, avant de tomber sur le sol. Alors que le jour déclinait en cette fin d'après-midi du 14 avril 1912, la mer était d'un calme plat. Le ciel était d'un bleu profond, mais la température extérieure était tombée à 2 degrés. Thomas Andrews décida d'arrêter sa visite d'inspection. Il monta au poste de commandement où le capitaine Smith se trouvait également. Ah, bonsoir, monsieur Andrews. Vous tombez bien. Lorsque nous rentrerons à Southampton, il conviendra de voir ce que l'on peut faire pour améliorer le temps de réaction du gouvernail. Il me semble que le navire met un peu trop de temps à virer. Rien de bien méchant, mais soyons donc pointilleux. C'est noté, capitaine. Ce sera fait. À part cela. Tout va bien. J'ai donné l'ordre de pousser un peu les machines et d'allumer une chaudière supplémentaire. Le temps a l'air d'avoir viré au froid. C'est que nous allons bientôt entrer dans le courant du Labrador. Et à cette latitude, on sent la proximité de la banquise. À notre dernier point, nous étions sur le parallèle de New York. Le radio m'a fait passer le message qui est accroché derrière vous, signalant la présence d'icebergs et de packs plus au nord, entre le 40e et le 42e parallèle. L'ingénieur fronça des sourcils. Le capitaine Smith s'en aperçut. Je vous rassure, rien d'anormal en cette saison. De toute façon, j'ai demandé aux 2 veilleurs de redoubler de vigilance. Ils ne doivent pas avoir chaud à leur poste de vigie. Oh, ils sont rodés. Et puis, ils effectuent des tours de veille par roulement de 2 heures. Messieurs Fleet et Lee prendront le quart de 10 heures. Ce sont les 2 plus expérimentés. Pourquoi? Vous avez des craintes? Nullement. Mais lorsque la mer est calme, il est plus difficile d'apercevoir un éventuel obstacle devant le navire. Comment cela? Voyez-vous, lorsque la mer est un peu agitée, elle forme des franges d'écume en surface en battant contre les flancs d'un iceberg. Et c'est précisément cette écume blanche que les guetteurs repèrent par les nuits sans lune. Je vois.
Dans ces cas-là, l'un d'eux prévient immédiatement la passerelle par téléphone et le second sonne la cloche une fois si l'obstacle se présente à bâbord, 2 fois si l'obstacle se trouve sur tribord et 3 fois s'il est droit devant. Thomas Andrews se frotta les mains pour se réchauffer et les plongeant dans les poches de son caban, dit « Vous m'avez tout à fait rassuré, capitaine. Je crois que je vais aller prendre une bonne petite douche avant le dîner. La visite des chaufferies m'a transformé en sac à charbon. » Venez donc dîner à ma table. Le repas sera servi vers 20h. Avec plaisir, capitaine. À tout à l'heure. Le capitaine resta en compagnie du premier lieutenant, William Murdoch. Je vais descendre dans ma cabine. N'hésitez pas à m'appeler au moindre détail qui vous semblerait douteux, monsieur Murdoch. Ouvrez l'œil. Et le bon. Comptez sur moi, capitaine. La nuit va tomber d'un instant à l'autre et nous allons redoubler de vigilance. N'oubliez pas, dès que la nuit sera tombée, faites plonger la passerelle dans la plus parfaite obscurité. Aucun reflet sur les vitres. Priorité à la visibilité. À vos ordres, commandant. Murdoch se tourna vers le deuxième officier, Lightoller, qui consultait avec attention ses cartes. Lorsque vous aurez terminé de tracer la route, vous éteindrez les lumières. Tous les officiers du bord se connaissaient bien. Pour la plupart, ils avaient servi ensemble sur l'Olympique, le frère jumeau du Titanic. Hors du service, beaucoup d'entre eux s'appelaient par leur prénom. Mais lorsqu'ils étaient à poste, la tradition maritime exigeait d'eux qu'ils respectent à la lettre la hiérarchie de leurs grades respectifs. Cela était indispensable à la bonne marche des choses et permettait de rappeler à chacun qui donnait les ordres, notamment lorsqu'un coup dur survenait. Le capitaine Smith regagna ses appartements et passa un uniforme plus léger pour se rendre à la salle à manger. À 19h28, l'opérateur radio reçut 3 nouveaux messages, dont l'un du Californian. Le jeune opérateur Phillips les transmit immédiatement à la passerelle. Murdoch, j'écoute. Ah, c'est vous, Phillips? Oui, j'en prends note. J'en fais état à l'officier Lightoller. Merci. Monsieur Lightoller, voulez-vous noter que nous avons reçu un message du Californian qui croise un peu plus au nord? Il nous indique que la banquise a été repérée à 95 km de notre position. Dois-je en avertir le commandant? Il doit être en train de dîner. Il a demandé qu'on le dérange seulement en cas d'urgence. Cela attendra son retour sur la passerelle. Lorsque le capitaine Smith se présenta devant l'immense escalier qui descendait à la salle à manger, il leva les yeux vers la magistrale pendule qui trônait en haut des marches. Il était tout juste 19h30. Il se félicita d'être, comme à l'accoutumée, parfaitement ponctuel. En descendant, il croisa quelques connaissances auxquelles il serra la main, distillant çà et là quelques mots aimables. Lorsqu'il arriva à sa table, M. Andrews était déjà là et conversait avec Bruce Ismay. Par déférence, les 2 hommes se levèrent pour accueillir le vénérable capitaine à la barbe blanche. Je vous en prie, mes amis. Pas de cérémonie entre nous. Asseyez-vous. Monsieur Andrews me disait que la météo n'est pas des plus réjouissantes. On signale la présence d'icebergs dans les parages. Oh, n'exagérons rien. Les glaces sont à quelques centaines de kilomètres de là. Monsieur et Madame Astor arrivèrent à leur tour et prirent place autour de la table ovale. Un maître d'hôtel se présenta à la droite du capitaine et se baissa discrètement pour lui parler à l'oreille. Voulez-vous du champagne en attendant vos derniers hôtes, capitaine? Excellente idée, Alfred. Que nous proposez-vous? J'ai un excellent pommery, cuvée Louise, millésimé 1906. Je m'en remets à vous. Vers 19h45, les convives avaient tous pris place autour de la table. Le premier maître d'hôtel du bord vint prendre la commande. Honneur aux dames. Madame Astor. Je prendrai des huîtres pour commencer. Puis un caneton rôti aux pommes. La jeune femme referma le menu. Vous ne prendrez pas de dessert? C'est que j'ai bien peur qu'il ne me reste pas de place pour le dessert après tout cela. Allons, ma chère, laissez-vous tenter. Après tout, ne dit-on pas qu'une femme qui attend un heureux événement doit manger pour 2? Monsieur, votre mari a raison. Alors, Waldorf pudding, pêche en gelée, éclair au chocolat ou glace à la française? Madame Astor fit son choix et le maître d'hôtel prit les commandes des autres convives. Chacun put s'émerveiller devant la diversité des mets proposés à la carte. Sauté de poulet à la lyonnaise, agneau sauce menthe, saumon à la sauce mousseline et concombre, pâté de foie gras avec céleri, pigeonneau rôti au cresson, légumes à la moelle farcie. Il était 21h lorsque le commandant, s'excusant auprès de ses hôtes, quitta la table pour se rendre à la passerelle de veille. L'officier en second, Lightoller, était toujours à son poste. Le premier officier, Murdoch, était de quart. Ainsi que l'avait demandé le capitaine, la passerelle avait été plongée dans l'obscurité totale. À gauche de Murdoch, le timonier Hitchins avait l'œil rivé
sur ses instruments de bord, éclairés par une minuscule lampe interne. Le 4e officier, Boxhall, travaillait avec Lightoller sur les cartes. Ils avaient soigneusement pointé les coordonnées des icebergs et morceaux de banquise signalés par le Californien. Alors, monsieur Lightoller, que dit la météo? Divers messages émanant de navires de commerce nous indiquent que les glaces sont proches. Les vigies n'ont rien signalé, monsieur Murdoch? Rien à signaler, commandant. C'est bon. Je suis dans ma cabine. Réveillez-moi à la moindre petite alerte. Le commandant salua ses officiers et se retira. À peine était-il sorti que Lightoller décrocha le téléphone intérieur et appela les hommes de vigie. Allô, ici Lightoller. Rien à signaler? Bah non, rien à signaler, lieutenant. Faut dire qu'on n'y voit pas grand-chose, hein. La nuit est très sombre et la mer est d'huile. Ça facilite pas notre tâche. Je sais. Ouvrez grand les yeux, les gars. Bah, on aurait pu nous donner des jumelles. Vous savez bien qu'on les a oubliés à Southampton. Bah sauf votre respect, mon lieutenant. Ça nous fait une belle jambe. Allez, bon courage. Je descends. C'est l'officier Murdoch qui prend le quart. Lightoller raccrocha le combiné et prit congé des officiers de veille. Dans le compartiment radio, Phillips était extrêmement occupé. Les passagers de première classe n'avaient pas cessé de lui demander de passer les télégraphes à des amis de New York ou de Londres. Des futilités qui encombraient inutilement les lignes. Certains avaient même glissé un confortable pourboire à leur steward pour que leur message soit passé en priorité. Au milieu de ce trafic intense, Phillips avait reçu un avis de forte banquise émanant du Mesaba qui naviguait à quelques dizaines de kilomètres au nord. Mais le jeune homme était bien trop occupé à diffuser les télégraphes des gens de la haute société. Il était 21h40 lorsqu'il reçut un message annonçant qu'un champ de glace long de 150 km se trouvait droit devant sur la route du Titanic à 100 km. Dans les coursives, les passagers se croisaient et se souhaitaient mutuellement une bonne nuit. Comment s'imaginer que dans quelques heures, la plupart de ces gens merveilleusement élégants allaient mourir, transis par l'eau glacée ou tout simplement engloutis dans un cercueil d'acier de 46 000 tonnes. Dans les quartiers des 3e classes, la communauté arménienne avait organisé une petite fête. C'était aujourd'hui l'anniversaire d'un des leurs, l'anniversaire d'un petit garçon qui aimait la vie, Youssef. Allez, Youssef, ouvre ton paquet, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras. Je crois que papa a bien choisi. Le gamin déchira le papier entourant la boîte et il ouvrit celle-ci. Alors ses yeux s'éclairèrent comme les étoiles du ciel. Il prit l'objet dans ses 2 mains et sous les yeux ébahis de quelques amis qui se trouvaient là, il le posa délicatement sur la table. Ça alors? Un modèle réduit du Titanic. J'ai pensé que cela te ferait un beau souvenir de ce voyage. Youssef se jeta au cou de son père et l'embrassa fougueusement. Je t'aime, papa. C'est pour toi que j'ai fait un vœu. Pour que tu fasses fortune en Amérique. Il ne fallait pas le dire, malheureux. Quand on dit son vœu, il ne se réalise pas. Il était près de 23h lorsque Anna Samahan accompagna son fils Youssef jusqu'à la cabine. L'enfant serrait dans ses bras le bateau de bois que son père lui avait offert. Intérieurement, il se jura de le conserver toute sa vie. Pendant ce temps, Phillips, le radio, continuait de s'affairer sur son poste de télégraphe. Il reçut du Californian le message suivant. Avons été pris par la banquise, stop. Sommes immobilisés, stop. Attention, conditions de navigation très dangereuses, stop. Mais l'opérateur du Californian n'eut pas le temps de terminer son communiqué que le radio du Titanic lui répondit. Dégagez, taisez-vous. Vous perturbez mon trafic. Je suis en liaison avec la station de Cape Race. L'opérateur du Californian n'en crut pas ses yeux ni ses oreilles. Il resta à l'écoute du trafic radio du Titanic jusqu'à 23h30, puis il éteignit son poste. La moitié des passagers avaient regagné leur cabine. L'autre moitié avait fait la fête, joué au bridge ou fumait tranquillement au bar. Le Titanic filait vers son destin, dans la nuit glaciale. Il était 23h40. Fleet et Lee étaient perchés en haut du grand mât, à leur poste d'observation à 30 mètres de la ligne de flottaison. De temps à autre, Fleet se mettait à sautiller sur place pour réchauffer ses jambes engourdies par le froid. Heureusement qu'on nous relève à minuit. Je crois que j'aurais pas pu tenir une demi-heure de plus. Malgré les conversations futiles que les 2 hommes échangeaient pour ne pas se laisser envahir par le sommeil, leurs yeux exercés ne cessaient pas de percer la nuit, à la recherche d'un obstacle éventuel. Fleet et Lee étaient considérés par le capitaine Smith comme les 2 meilleurs veilleurs qu'il n'ait jamais eu à commander. Quelques semaines plus tôt, les 2 matelots avaient subi des tests d'acuité visuelle obligatoires
lors de la visite médicale annuelle instituée par le Board of Trade. Ah, Sam me disait ce matin que dans les chaufferies, il fait pas plus de... Mais Fleet ne finit jamais sa phrase. Là, droit devant, à moins de 500 mètres, une masse sombre et énorme venait d'émerger de la nuit. Fleet ne se posa aucune question. Son expérience aidant, il n'eut aucun doute, c'était bien un iceberg de plus de 30 mètres de haut. Mon Dieu! Lee, appelle la passerelle! Iceberg, droit devant! Fleet se saisit de la corde de la cloche de cuivre. Il la frappa vigoureusement 3 fois. Pendant ce temps, Lee décrochait le combiné et hurlait dedans. Iceberg, droit devant! Merci. C'est Murdoch qui avait décroché. Et avant même d'avoir opposé le combiné téléphonique, Murdoch s'adressa au timonier. Barre à bâbord, toutes! Le jeune officier Moody fit quelques pas précipités vers l'homme de barre. Et comme pour le réveiller, se mit à hurler. La barre à bâbord toute! La barre à bâbord toute! La barre à bâbord! Sans perdre une seconde, Murdoch se précipita sur le transmetteur d'ordre. Il afficha « Stoppez les machines, en arrière toutes !» Murdoch avait maintenant les yeux rivés sur l'avant du bateau. Instinctivement, ses 2 mains se cramponnèrent à la main courante en cuivre. Il distinguait parfaitement l'énorme iceberg qui émergeait de la nuit. Le navire ne semblait toujours pas avoir modifié sa trajectoire. On eût dit qu'il glissait tout droit vers l'obstacle. Bon Dieu, monsieur Moody, la barre est-elle à bâbord toute? Elle est à bâbord toute, lieutenant! Le ronronnement des machines avait cessé. Le silence était presque total sur la passerelle. Chacun retenait son souffle. On entendait seulement Murdoch qui disait, serrant les dents. Bon Dieu, vire, vire! Et comme si le Titanic avait soudain entendu les appels du lieutenant Murdoch, la proue du bâtiment vira doucement vers la gauche. L'iceberg se rapprochait inexorablement. Murdoch tapa du plat de la main sur la rambarde comme on tape sur le dos d'un bon chien pour le féliciter. Oui, c'est bien. Vire encore, encore! Lentement, le Titanic sembla se déplacer vers la gauche. L'iceberg était maintenant si près que Fleet et Lee, à leur poste d'observation, eurent bientôt l'impression qu'ils allaient pouvoir le toucher. Le choc semblait désormais inévitable, mais tous furent persuadés à cet instant que le magistral bloc de glace allait seulement érafler la peinture de la coque sur tribord. Au moment où l'iceberg se présenta sur le flanc droit du bateau, Murdoch ne put s'empêcher de murmurer On est passé. L'iceberg défila tout le long du bastingage tribord, sous les yeux médusés des membres d'équipage, impuissants. La coque, en raclant sur la glace, détacha une véritable grêle de glaçons qui tombèrent sur le pont. L'incident ne dura que quelques secondes, le temps de compter jusqu'à 15, et le géant de glace avait déjà disparu dans la nuit vers l'arrière du bateau. Plus par prévention qu'autre chose, Murdoch actionna le levier de fermeture des portes étanches. Dans les fonds du navire, les témoins rouges s'allumèrent tous, des sirènes stridentes se mirent à hurler, et quelques secondes plus tard, les énormes portes d'acier s'abaissèrent, se souciant peu qu'un homme puisse se faire couper en 2 en restant coincé sous l'une d'elles. Le choc avait été à peine perçu. Tout au plus, le Titanic avait-il subi un très léger mouvement de roulis au moment où l'iceberg avait raclé la coque. Mais les vibrations furent si faibles qu'aucun passager ne s'aperçut de rien. Seuls quelques initiés, dont le colonel Astor, s'étaient rendus compte que les machines avaient été stoppées. Cela n'avait évidemment pas échappé au capitaine Smith, qui s'apprêtait à se coucher. Il se rhabilla à la hâte. Son intuition lui souffla qu'il venait de se passer quelque chose. Il ne lui fallut pas plus de 3 minutes pour remonter à la passerelle de commandement. Que s'est-il passé, lieutenant Murdoch? J'attends votre rapport. Nous avons heurté un iceberg, commandant. J'ai fait abattre le navire sur bâbord toute et les machines arrière. J'ai rien pu faire. Faites fermer les cloisons étanches. C'est déjà fait, commandant. Il était gros? Comme un immeuble de 10 étages. Une trentaine de mètres. Des dégâts? Pas que je sache. Monsieur Boxall, descendez inspecter les fonds. Je veux un rapport dans 5 minutes. Vous l'aurez, capitaine. Boxall s'éclipsa rapidement. Le capitaine Smith jeta un coup d'œil sur l'indicateur d'assiette. Il indiquait une légère gîte de 5 degrés sur tribord. Lieutenant Murdoch, téléphonez à Fleet et à Lee. Demandez-leur de rester à leur poste pour le moment. S'il y avait un iceberg, il pourrait y en avoir un second. On ne fera repartir les machines que lorsque j'aurai eu un point précis sur la situation. 5 minutes plus tard, Boxall rentra en trombe dans le poste de commande. Officier Boxall au rapport, commandant. Je vous écoute. Tout paraît en ordre, commandant. Votre optimisme me paraît inopportun, monsieur Boxall. Trouvez le charpentier du bord et demandez-lui de procéder à une inspection minutieuse des compartiments avant. Le navire a pris une gîte de 5 degrés, ce n'est pas sans raison. À vos ordres.
Le 4e officier n'eut pas à chercher longtemps le charpentier. Ce dernier montait à la passerelle porteur d'informations alarmantes. Plusieurs voies d'eau dans les premiers compartiments avant. Les dégâts semblent importants. Suivez-moi, nous allons rendre compte au capitaine. Au moment où les deux hommes entrèrent sur la passerelle, Bruce Ismay, l'armateur du navire, simplement vêtu d'une robe de chambre de soie, venait d'arriver. Que s'est-il passé? Nous avons heurté un iceberg. Le bateau est-il endommagé? J'en ai bien peur, monsieur Ismay. Aucun doute ne fut permis après le rapport du charpentier. Monsieur Boxall, allez prévenir l'architecte, monsieur Andrews. Nous avons besoin de ses lumières. À cette heure-ci, il doit se trouver dans le petit salon des premières. Descendez avec lui et le charpentier faire une inspection rapide. Il ne fallut pas très longtemps à Thomas Andrews pour mesurer l'ampleur des dégâts. L'eau pénétrait à flot dans les deux compartiments avant. Dans le faux pont avant, les préposés au poste tentaient de sauver les sacs de courrier qui flottaient. Bientôt, ils eurent de l'eau jusqu'aux genoux et durent renoncer. Boxall et Andrews se retrouvèrent sur le pont F après avoir fait chacun de leur côté une tournée d'inspection. La chaufferie numéro 6 est envahie. Une cloison a cédé et un chauffeur a été tué par une avalanche de charbon. Et l'eau commence à envahir la chaufferie numéro 5. L'eau ruisselle dans les quartiers des mécaniciens et dans les cabines des 3e classes. Les passagers ont été réveillés en sursaut et ils commencent à s'enfuir par les coursives. C'est la bousculade, mais ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles. Boxall resta pensif un court instant. Il faut remonter prévenir le capitaine. Si nous ne prenons pas immédiatement des initiatives, la panique va s'installer. J'en ai peur. Andrews et Boxall remontèrent en toute hâte à la passerelle. Chemin faisant, ils croisèrent bon nombre de passagers en pyjama qui, l'air éberlués, demandaient ce qui se passait. Ne voulant pas ajouter à la confusion, Boxall crut bon devoir répondre « Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite avarie. Une canalisation d'eau s'est rompue, ce sera réparé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. » Sur la passerelle, le capitaine Smith semblait avoir pris la situation en main. Par le téléphone interne, Murdoch récoltait toutes les informations arrivant des fonds du navire. Le capitaine interrogea du regard Thomas Andrews, dont les traits s'étaient décomposés. Je crois que le navire est perdu. Ismay sembla abasourdi par cette nouvelle. C'est une plaisanterie. Le Titanic n'est-il pas insubmersible, monsieur Andrews? Il n'existe aucun bateau totalement insubmersible, monsieur Ismay. En tant qu'armateur, vous devriez le savoir. Le Titanic peut rentrer à bon port avec 2 ou 3 compartiments à flot, voire éventuellement 4, mais pas plus. Or, il semble que l'iceberg ait enfoncé la coque sur la longueur d'au moins 6 compartiments. En êtes-vous sûr? Cela ne fait aucun doute. Les avaries sont majeures. De plus, je vous rappelle que les cloisons ne montent pas jusqu'en haut des plafonds. Inutile de vous décrire la suite. Peu à peu, l'avant du bateau va s'enfoncer. L'eau passera alors par-dessus les cloisons et inondera les compartiments suivants des chaufferies. Mais a-t-on mis en marche les pompes? Les pompes ne feront que retarder l'échéance. Mais croyez-moi, il n'y a rien à faire. Le capitaine Smith parut dubitatif. Ismay s'était décomposé. Combien de temps peut-on tenir? L'architecte réfléchit quelques secondes. Mentalement, il calcula approximativement le débit de l'eau qui envahissait le navire. Puis le volume des compartiments. 1 heure. 1 heure et demie à la rigueur. Le capitaine s'était mis à marcher de long en large, plongé dans ses pensées. Ismay se rendit compte que de précieuses minutes étaient perdues à réfléchir. Il se demanda alors s'il avait été bien prudent de confier le commandement d'un tel navire à un homme aussi âgé. Ses facultés intellectuelles et de réaction seraient-elles à la hauteur de la situation tragique qui allait se jouer? Lightoller, alerté par Boxall, fit son entrée sur la passerelle. Il était minuit 10. À peine 30 minutes s'étaient écoulées depuis que l'iceberg avait fait son œuvre. Dans tout le navire, les passagers de 3e classe avaient compris qu'un incident était survenu. Par contre, les premières et les secondes avaient perçu que les machines étaient à l'arrêt. Mais comme aucune voie d'eau n'était encore apparue, ils se contentaient de s'interroger sur les raisons. M. Astor sortit dans le couloir et comme ses appartements étaient mitoyens de ceux de M. Widener, les deux hommes en robe de chambre fumèrent une cigarette dans la coursive en discutant avec nonchalance. Pensez-vous qu'il y ait eu une panne de machine? Sur les navires encore en rodage, les pannes ne sont pas rares. Il est même arrivé que l'un d'eux perde une hélice. Cela serait fâcheux. J'ai des rendez-vous de la plus haute importance lundi prochain à New York. Je ne voudrais pas être obligé de décaler mon programme. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont ces grincements prolongés que nous avons entendus il y a une demi-heure. On eût dit que l'on tordait le navire comme une serpillière. Je n'ai rien entendu. Je dormais à poing fermé. C'est ma femme qui m'a réveillé.
Elle a le sommeil très léger. Elle ne dormait pas et m'a affirmé qu'elle avait vu défiler par le hublot une énorme masse sombre sur le côté du bateau. Une masse sombre. Le colonel Astor fut soudain pensif. Ce fut seulement à cet instant-là qu'il prit conscience pour la première fois que le sol était légèrement en pente vers l'avant. Il fronça ses épais sourcils noirs. Monsieur Widner, je ne voudrais pas me montrer alarmiste, mais cette masse sombre que votre femme a entreaperçue par le hublot n'était autre qu'un iceberg, et si vous voulez mon avis, il se passe ici des choses graves. Le bateau fait haut par l'avant. Je vais aller voir ce qui se passe. Je passe un vêtement, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je viens avec vous. Je frappe à la porte de votre appartement dans 3 minutes. Je serai prêt. Quelques minutes plus tard, les deux milliardaires empruntèrent les coursives et la grande descente. De nombreux passagers étaient sortis de leur cabine et avaient fait comme eux. Ils bavardaient calmement, échafaudant les hypothèses les plus amusantes sur les causes de cet arrêt. Widener et Astor croisèrent un steward au trait tiré. Le vieux colonel l'arrêta en lui saisissant le bras. Excusez-moi, pourriez-vous nous dire pourquoi les machines ont été stoppées? L'homme reprit un peu son self-control et, prenant la voix la plus naturelle du monde, parvint à dire « Ce n'est rien, une hélice qui fait des siennes. » Puis il disparut au bout du couloir comme si le diable en personne était à ses trousses. Cet homme ment. Il est mort de peur, cela se voit. Venez, monsieur Astor. Nous allons en avoir le cœur net. Dans le grand salon, tout était calme et feutré comme à l'ordinaire. Les lumières du bord étaient allumées et rien ne laissait entrevoir les prémices d'un drame. Ils débouchèrent enfin sur le pont des embarcations, quasiment désert. On entendait seulement l'orchestre qui jouait encore dans la grande salle. L'air marin était glacial, la nuit totale. Mais lorsque M. Widener leva les yeux au ciel, les milliers d'étoiles qui brillaient au firmament le rassurèrent. On n'entendait pas le moindre bruissement de ressac le long de la coque du Titanic, tant la mer était calme. Tout a l'air normal. Une vieille connaissance vint à leur rencontre. Il s'agissait de l'ingénieur Stengel. Ah, monsieur Stengel, n'avez-vous rien remarqué de suspect? Je finissais par me demander si c'était moi qui avais un peu abusé du whisky. Il m'a semblé ressentir un petit choc. Et apparemment, je suis un des seuls à m'en être aperçu. Il montra d'un signe de tête l'arrière du bateau. Dans le fumoir, on joue au bridge comme si de rien n'était. Certains plaisantins disent que la coque du Titanic aurait été rayée par un iceberg évité de justesse. Vous aviez raison, colonel. C'est bien cela. Nous avons heurté un iceberg. Croyez-vous que cela puisse être plus grave qu'il n'y paraît? Je le crains, en effet. Regardez. Astor pointa son doigt vers la proue du Titanic. Le navire est légèrement incliné sur l'avant. C'est net. Et s'il pique un peu du nez, c'est qu'il a été touché. Nous n'avons rien à craindre. Le Titanic est insubmersible. Laissez-moi rire, monsieur Widner. Ces balivernes sont bonnes pour assurer la publicité de la White Star. Croyez en mon expérience dans le domaine. Rien n'est invincible face aux caprices de la mer. Rien. Le plus sage serait de retourner à nos cabines afin de prévenir à toute éventualité. Vous êtes trop pessimiste, monsieur Astor. Je suis persuadé que nous n'avons rien à craindre. Eh bien, moi, mon 6e sens me dit de nous préparer au pire. Messieurs, faites ce que bon vous semble. Moi, je descends réveiller mon épouse. Stengel et Widener prirent à la légère les propos du colonel. Mais puisqu'ils n'avaient rien de mieux à faire sur le pont, ils le suivirent. Sur la passerelle, le capitaine Smith prenait ses dispositions. Monsieur Murdoch, faites couvrir les feux et chasser la vapeur des chaudières. Il ne faudrait pas qu'en plus elles explosent. Voulez-vous que je les fasse éteindre, commandant? Non, au contraire. Nous devons garder suffisamment de pression pour alimenter les dynamos. Si l'électricité vient à être coupée, le navire sera plongé dans le noir. Et ce sera le sauve-qui-peut général. Il nous faut aussi de l'énergie pour que les pompes fonctionnent jusqu'au dernier moment. Murdoch donna ses ordres. Lightoller ne fut pas en reste. On le sentait fermement décidé à déployer tout le courage dont les officiers doivent faire preuve dans ces instants-là. Messieurs Murdoch, Wilde et Lightoller! Oui, commandant. Selon la procédure prévue, je vous demande de faire préparer les embarcations. Que les commissaires de bord convoquent tous les stewards. Ces derniers avertiront ensuite les passagers. Que fait-on avec les gilets de sauvetage? Vous les distribuez. Faites au mieux pour éviter la panique générale. Munissez-vous de vos armes de service, on ne sait jamais. Messieurs, je compte sur votre loyauté et votre courage. Plus de 2200 âmes attendent le meilleur de vous-même. Le capitaine Smith descendit et se dirigea d'un pas décidé vers le poste radio. Lorsqu'il entra, Phillips et Bride étaient en train de plaisanter. Bride venait de se lever, un peu en avance sur son horaire, car normalement, il aurait dû prendre la relève de Phillips à 2 heures. Le jeune homme savait que son camarade avait eu une soirée épuisante, occupé à passer sans relâche les messages des passagers. Les deux opérateurs radio
furent surpris de voir le capitaine leur rendre visite à une heure aussi tardive. Instinctivement, ils saluèrent le vieil homme. Excusez-nous, capitaine. Nous nous détendions un peu. Bride et Phillips s'étaient bien rendus compte que les machines étaient arrêtées, mais ils avaient pensé à un petit problème technique. Messieurs, la plaisanterie est terminée. Nous coulons. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Expédier les signaux de détresse. Les deux jeunes garçons étaient sous le choc de ce qu'ils venaient d'entendre. Nous lançons le CQD ? Oui, le CQD. Voici notre position. Smith avait tendu un papier dont Phillips s'était saisi sans attendre. Émettez sans relâche. De votre efficacité va dépendre la vie ou la mort de centaines d'innocents. Phillips se saisit de son manipulateur Morse et commença à émettre. Il murmura inlassablement. CQD. 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 MGY. MGY. CQD. CQD était le signal de détresse. MGY, l'indicatif du Titanic. MGY. CQD. Position 41 degrés 44 minutes nord. 50 degrés 24 minutes ouest. Demande de secours, venez immédiatement. Demande de secours, venez immédiatement. CQD MGY. Boxall entra en trombe dans le poste radio et tendit une feuille à Bride. C'est la position corrigée. Bride prit le relais de Phillips. Position exacte. 41 degrés 44 minutes nord. 50 degrés 14 minutes ouest. CQD MGY. Il était maintenant minuit 15. Dans les coursives des premières, les stewards qui avaient reçu leurs instructions ouvrirent les portes des cabines et réveillèrent ceux qui dormaient. Ils intimèrent gentiment l'ordre aux occupants de gagner le pont des embarcations. Les questions fusaient de toutes parts, mais les stewards avaient été priés de rester évasifs. Le steward affecté au service de M. Widener frappa à la porte de la cabine. Ce fut M. Widener qui lui ouvrit. Monsieur, le capitaine m'a pris de vous demander de monter sur le pont des embarcations. Nous coulons, n'est-ce pas? Vous savez bien que le Titanic est insubmersible, monsieur. Munissez-vous tout de même de vos gilets de sauvetage, on ne sait jamais. Widener haussa les épaules. Il ouvrit la porte du placard de l'entrée de sa suite, se saisit de 2 gilets et en tendit un à sa femme. Ah, colonel! Astor avait lui aussi enfilé son gilet par-dessus un costume sombre. Il tenait par la main sa très jeune épouse, qui protégeait machinalement son ventre avec sa main. Le moment est arrivé, n'est-ce pas? Je le crois, en effet. Allons-y. Il n'y aura pas assez de place dans les canots. Souvenez-vous de ce que M. Ismay nous a dit lors de notre premier dîner à bord. Son mari savait pertinemment qu'elle avait raison. Il jeta un coup d'œil complice à Widener et feignit la décontraction pour rassurer les femmes. Au fond de lui, il avait déjà l'intime conviction que beaucoup allaient y laisser leur vie. Vous vous inquiétez pour rien, ma chère. Le Titanic ne peut pas couler. Dans 2 heures tout au plus, quand les pompes de cale auront refoulé l'eau, les chaloupes ramèneront les femmes et les enfants sur le bateau. Dans les coursives des secondes classes, l'ambiance était tout autre. Chaque steward avait une vingtaine de cabines à prévenir. Leur méthode fut plus radicale. Ils ouvraient les portes des cabines à toute volée et lançaient à la cantonade « Tout le monde sur le pont avec les gilets de sauvetage! Allez, dépêchez-vous! Tout le monde sur le pont !» Quand la panique commence à naître chez un homme, rien n'arrête sa progression. Elle enfle et se nourrit de la panique des autres. C'était ce qui se déroulait dans les étages inférieurs. Bruce Ismay, qui savait mieux que quiconque qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde dans les canots, avait discrètement donné des ordres pour que les premières classes puissent y accéder en priorité. Aussi, les matelots, qui tentaient de contenir la foule se précipitant vers les escaliers, avaient-ils tiré les grilles donnant accès au pont supérieur. Laissez-nous passer! L'eau monte en bas et il y a des femmes et des enfants ici! Criaient les uns. Ouvrez ces grilles, on va être écrasés! Hurlaient les autres. Mais pour la plupart, ces immigrés ne parlaient pas l'anglais et leurs appels restèrent sans écho. Les marins attendaient pour ouvrir les portes de recevoir le feu vert de l'armateur. Elias Samahan, qui pour cause anniversaire n'était pas couché au moment où le choc s'était produit, avait eu la présence d'esprit de se rendre immédiatement à sa cabine pour y chercher Anna et Youssef. La famille s'était présentée en premier dans les escaliers quelques minutes avant que l'on ne refermât les grilles. Ils étaient donc de ceux qui avaient pu accéder au pont des embarcations. Anna tenait de toutes ses forces le bras de son cher mari, et Youssef, quant à lui, serrait contre lui la seule chose qu'il n'aurait jamais laissée derrière lui, le modèle réduit du Titanic. Est-ce que tu as une idée de ce qui se passe?
quelque chose de grave. J'ai croisé David Vartunian en montant. Il a eu le temps de me dire que tout le fond du bateau était inondé et que les mécaniciens hurlaient « Nous allons couler !» Ça veut dire quoi, couler? Ça veut dire que nous allons devoir être très courageux. À cet instant, tout se déroulait en bon ordre. Les officiers aidaient les femmes et les enfants à monter dans le canot numéro 7 sur tribord. Les sirènes hurlaient sans relâche. Le vacarme était assourdissant. Mais la scène ne manquait pas de piquant. Certaines femmes étaient encore en tenue de soirée, tandis que d'autres étaient déjà en chemise de nuit. Ces dernières commençaient déjà à protester, trouvant cette plaisanterie peu à leur goût. Beaucoup de passagers de première s'imaginèrent qu'il s'agissait là d'un simple exercice d'alerte. Très peu avaient remarqué que le navire s'enfonçait de l'avant. Lightoller, qui était venu vérifier que tout se déroulait selon la procédure, monta sur un haut taquet d'acier. Les femmes et les enfants d'abord, s'il vous plaît. Et vous, là-bas. Il fit signe à l'attention d'Anna et Youssef. Oui, vous. Venez par ici. Montez à bord du canot. De son petit promontoire, l'officier avait repéré cette famille qui semblait s'être égarée au milieu des premières classes. En une fraction de seconde, en croisant le regard de cette femme, il avait ressenti l'immense détresse de toute une famille en perdition. Elias comprit que Lightoller venait de leur faire signe d'avancer. Il poussa sa femme et tous trois se frayèrent un chemin au milieu des premières. Lightoller tendit la main à Youssef. Allez, monte, petit. Et ta maman aussi. En passant devant lui, Youssef lui montra sa maquette du Titanic. L'officier fixa le jouet un instant et avec un sourire forcé dit à l'enfant « Garde-le précieusement, mon garçon. Plus tard, tu pourras dire « J'y étais. » Allons, dépêchons. Elias, qui n'avait pas très bien compris, s'avança, certain qu'on l'invitait également à monter à bord du canot. Non, pas vous. J'ai dit seulement les femmes et les enfants. Allons, mesdames, s'il vous plaît. Mais les femmes ne voulaient pas se séparer de leurs époux. Beaucoup refusaient de monter à bord des canots. Youssef, qui venait d'être arraché des bras de son père par un matelot, se mit à crier. Papa! Ne t'en fais pas, Youssef, je prendrai le prochain. Veille sur ta mère, à tout à l'heure. Matelot, affalez le canot. Mais mon lieutenant, il n'est pas plein. J'ai dit affalez le canot. Le premier canot descendit donc le long de la coque noire, avec seulement 28 personnes à son dos. Elias Samahan regarda le canot disparaître doucement dans le noir. Il ne quittait pas des yeux son fils et sa femme. Sans oser leur crier tout l'amour qu'il avait pour eux, il leur dit adieu du regard. Il venait de comprendre qu'il ne les reverrait jamais. Il était maintenant 0h50. Un peu plus loin, l'armateur, M. Ismay, tentait de se rendre utile aux abords du canot numéro 5. Laissez-la passer. Allons, mesdames, je vous en prie, montez. Madame Dean, prenez la main de Monsieur Love. Il va vous aider à prendre place. Colonel Astor, montez donc avec votre épouse. Soudain, le 5e officier, Lowe, s'interposa. Je suis désolé, monsieur Ismay. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Les hommes ne montent pas à bord des canots. Les ordres sont formels. Mais enfin, je vous rappelle que je suis le propriétaire du navire et que... Et moi, que je suis aux ordres du capitaine Smith, qui, ici, est le seul maître à bord après Dieu. Dégagez-vous gênés. Ismay n'insista pas. Il savait que l'officier avait raison et il se tourna vers le colonel. Je suis désolé, monsieur Astor. Madame Astor, voulez-vous monter? La jeune femme refusa tout net. Elle serra le bras de son vieux mari. Je ne pars pas sans vous, chérie. Souvenez-vous, nous avons prêté serment pour le meilleur et pour le pire. C'est bon, monsieur Ismay, nous allons attendre dans le fumoir. Ragaillardie par la décision de l'épouse du colonel, Madame Widener adopta la même attitude. Madame Widner, ferez-vous l'honneur de nous accompagner au bar? Mais certainement, colonel. Les deux couples s'éloignèrent, dignes comme savent l'être les gens du monde. Monsieur Widener et le colonel Astor laissèrent intentionnellement les deux femmes marcher devant. Le colonel s'arrêta et fixa dans les yeux son ami d'infortune. Puis posant sa main sur l'épaule de Widener, lui dit « Je crois que vos rendez-vous à New York vont devoir attendre. Faisons ici le serment de tout faire pour que nos épouses survivent à ce drame. Après, le royaume des cieux nous appartiendra. » Et moi, je vous propose de procéder à une dégustation de tous les whiskies du bar. À cette heure, il ne doit plus y avoir foule. Le barman sera tout à nous. Et puis ce soir, je crois que nous pouvons dépenser sans compter. Ils se mirent à rire de concert. Quelle farce, la vie. En arrivant au paradis, faites-moi donc penser à dire à Saint-Pierre que le Titanic n'était pas insubmersible. De la passerelle, où il se trouvait toujours, le capitaine Smith observa la proue du bateau qui s'enfonçait inexorablement. Quelle est la situation, monsieur Murdoch? La chaufferie numéro 5 me signale que la situation semble se stabiliser. La porte étanche du compartiment numéro 6 a même été réouverte. Il n'y a aucun mouvement de panique à bord, sauf
dans les quartiers des 3e classes. Le téléphone intérieur sonna. Murdoch décrocha. Murdoch, j'écoute. Oui, c'est bon, Boxhall. Faites des signaux morse avec le projecteur bâbord. Tenez-moi au courant. Il raccrocha. C'était Boxhall. Il dit qu'on aperçoit distinctement les feux d'un bâtiment à 5000 sur bâbord. Boxhall s'employa sans relâche à diffuser des signaux. Mais le navire en question semblait s'éloigner dans la nuit. Il décida de lancer des fusées. Une première fut mise à feu. Elle s'éleva dans le ciel et retomba dans une gerbe d'étincelles blanches. Les passagers levèrent les yeux vers ce feu d'artifice inattendu et pour la première fois, frissonnèrent, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'un simple exercice. Boxhall regarda les feux du navire fantôme disparaître dans la nuit. Lieutenant Murdoch, je descends au poste radio. Appelez tous les postes du fond et faites-moi un point à mon retour. Lorsque Smith entra, Philip se tapait nerveusement sur son manipulateur morse. Il dégagea une oreille du casque. Ah, capitaine, 3 navires nous ont répondu. L'Olympique se trouve à 900 km, le Frankfurt à 270 et le Carpathia à 100. Tous 3 font route sur nous. Smith calcula rapidement. Dans le meilleur des cas, le Carpathia ne sera pas ici avant 4 heures du matin. Oh, bon sang. Il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne. Monsieur Phillips, je vous prie d'émettre désormais le nouveau signal de détresse conseillé depuis quelques semaines. SOS ? Oui, SOS, à la place de CQD. Ce sera sans doute le premier de toute l'histoire de la marine. Il était autour d'1 heure du matin lorsque le canot numéro 12 descendit le long de la coque. Lowe était furieux. Il n'avait trouvé que 12 femmes volontaires pour y prendre place. La descente parut interminable aux malheureuses qui grelottaient de froid. Elles furent quelque peu chahutées, car les matelots, chargés de la manœuvre, n'actionnaient pas les manivelles à la même vitesse des 2 côtés des bossements. Dans les fonds du bateau, le sauve-qui-peut avait succédé à la confiance. L'eau montait désormais à grande vitesse. De nombreux mécaniciens et chauffeurs avaient trouvé la mort, emmurés vivants par les portes étanches qui s'étaient refermées sur eux. Les chaudières crachaient des jets de vapeur brûlants et plusieurs matelots avaient succombé à leur brûlure. La panique s'était emparée des passagers de 3e classe qui commençaient à se montrer menaçants envers les marins qui leur barraient le passage. Les officiers avaient dû les tenir en respect avec leurs revolvers. De leur côté, les secondes classes avaient rejoint les premières aux embarcations. Peu à peu, l'évacuation s'organisait. Mais la procédure n'était pas la même selon l'officier qui la dirigeait. Murdoch, qui était venu prêter main forte, laissait les hommes monter lorsqu'il n'y avait plus de femmes volontaires, alors que Lightoller se montrait inflexible. Ce fut la raison pour laquelle certains canots furent affalés avec seulement 15 ou 20 passagers à leur bord, alors qu'ils étaient conçus pour en accueillir 60. À 1h15, le nom du Titanic, sur l'étrave du bateau, disparut sous l'eau. C'est à peu près à cette heure-là que les marins ouvrirent enfin le passage aux passagers de 3e classe. La cohue fut indescriptible. Le canot numéro 9, avec 56 rescapés, fut descendu. Lowe, qui se trouvait à l'embarquement du canot numéro 14, fut pris à partie par un groupe qui prétendait embarquer sans respecter les consignes. Il tira son arme de son fourreau et la brandit sous le nez des excités. Je vous préviens, j'abattrai comme un chien le premier qui avancera. Un homme fit un pas vers lui. Lowe pointa son arme vers le ciel et tira un coup de semonce. Le forcené s'arrêta net. J'ai dit les femmes et les enfants! Exécution! Les femmes se mirent à pleurer. Les hommes serrèrent les dents, comprenant qu'ils laissaient des veuves s'en aller. À l'arrière du bateau, là où l'inclinaison était le moins perceptible, une centaine de passagers s'étaient regroupés. Il y avait là les femmes qui avaient refusé de se séparer de leur mari, et aussi tous les maris de celles qui s'étaient résolues à partir. Dans une sorte de bravade, l'orchestre était même sorti sur le pont et jouait quelques airs à la mode. La scène était surréaliste. On eût dit que tous ces hommes en smoking et costumes sombres s'étaient habillés pour se rendre à leur propre enterrement. Widener et le colonel Astor avaient bu plus que de raison. Mais pouvait-on leur reprocher d'avoir perdu de leur superbe dans de tels instants? L'eau effleurait maintenant le pont avant. Pour Lightoller, le doute n'était plus permis. Le désastre que tout marin redoute allait se dérouler ici, en plein milieu de l'Atlantique, par une nuit sans lune et dans une eau glaciale à -1 degré. En regardant ces gens, l'officier songea à la déraison des armateurs qui, voulant sacrifier à l'esthétisme des lignes du Titanic, avaient renoncé à doubler le nombre des chaloupes. Quelle lourde responsabilité allait peser sur leurs épaules face à l'histoire. Et l'orgueil des chantiers navals, qui avaient annoncé à grand renfort médiatique que leur dernière création était invulnérable. Les 30 minutes qui suivirent furent un mélange de résignation, d'hystérie, de scènes pitoyables
où des hommes perdirent leur dignité et leur honneur. Quelques-uns, à qui l'on proposait la vie sauve, cédèrent leur place comme on offre un cadeau. D'autres prirent un enfant dans leurs bras, se faisant passer pour leurs derniers parents afin d'avoir une place dans un canot. C'est dans ces instants-là que l'on distingue les vrais héros des véritables lâches. Les timides et les introvertis deviennent parfois des hommes dignes d'entrer dans la légende. Les fiers à bras, ceux qui parlent haut, perdent leur sang-froid et agissent soudain comme le font les animaux blessés. Déjà, les premières chaloupes à avoir été mises à l'eau s'éloignaient du Titanic. Assis sur son siège de bois, le petit Youssef Samahan observait le plus beau paquebot du monde. Ses 2000 fenêtres étaient encore éclairées par ses 10 000 ampoules. C'était totalement irréel. De loin, on comprenait mieux l'ampleur de la tragédie. Le Titanic était incliné franchement vers l'avant. Le fanion rouge frappé de l'étoile blanche de la White Star, qui d'ordinaire flottait fièrement sur le gaillard d'avant, avait totalement disparu sous l'eau. On entendait distinctement les cris et les lamentations. Soudain, le gamin se redressa sur son siège. Il avait cru entendre la voix de son père au milieu des clameurs. Papa, on est là! Plonge! Plonge et nage! Le matelot qui actionnait les rames murmura « J'espère qu'il fera pas ça, bonhomme. Dans une eau à moins 1 degré, un homme ne tient pas plus de 5 minutes. Après cela, ses membres s'engourdissent et se glacent et son cerveau ne répond plus. Et puis, il se laisse couler sans même s'apercevoir de ce qui lui arrive. » Anna se mit à sangloter. Elle aussi regardait le monstre d'acier qui sombrait doucement. Quelque part, là-bas, l'homme qu'elle aimait tant allait connaître ce triste sort. Sur le navire, tout se précipita. Le capitaine Smith était muni d'un mégaphone. Comme pour rattraper ses négligences coupables d'armateur, Ismay ne ménageait pas sa sœur. Ici, il aidait une femme à enjamber le bastingage. Là, il ajustait le gilet d'une personne âgée. C'était bien là le moins qu'il pouvait faire. Donner de sa personne. Smith consulta sa montre. 1h40. Il se retourna vers l'avant du bateau. Tout le quart avant était sous l'eau. Il ferma les yeux, pensant à tous ceux qui, en bas, avaient déjà fait don de leur vie pour que les pompes et l'énergie nécessaires soient fournies. Tous ces hommes, dont les noms resteraient à jamais dans l'ombre, tout comme leur corps allait désormais reposer dans les abîmes. Quand il rouvrit les yeux, l'eau avait gagné encore 4 mètres sur le pont. Lieutenant Murdoch! Oui, commandant. Faites détacher les radeaux! Pas plus de 40 personnes sur chacun! C'est le maximum qu'ils peuvent supporter! Bien compris. Murdoch et Lightoller s'occupèrent de cette délicate opération. L'un des radeaux refusait obstinément de se détacher. Maintenant, le Titanic penchait tellement que des grappes entières de passagers se jetaient à la mer, croyant avoir ainsi la vie sauve. Les malheureux ne se rendaient compte de leur fatale erreur qu'en remontant à la surface. À peine avaient-ils la tête hors de l'eau que le givre prenait leur chevelure et qu'une fine pellicule de glace leur recouvrait le visage. Après quelques brasses, les plus faibles rendaient l'âme sans même avoir souffert, congelés sur place. Il devenait difficile, sinon impossible, d'avancer debout sur le pont sans se tenir à la rambarde. À 1h55, le dernier canot fut descendu. Mesdames Astor et Widener s'étaient enfin laissées convaincre par leur mari d'y prendre place. Toutes deux se mirent à pleurer doucement, avec cette dignité propre aux gens de leur classe. Lorsque l'embarcation disparut hors de vue de leurs femmes, Astor ôta son gilet, Widener l'imita, puis agrippant d'une main la rampe et donnant de l'autre une tape amicale au colonel, il dit « Alors, monsieur Astor, vous me l'offrez, ce whisky ?» Au prix d'efforts surhumains, Murdoch et Lightoller parvinrent enfin à détacher un premier radeau. Alors que sa descente s'entamait doucement, avec une quarantaine de rescapés, Bruce Ismay, perdant son sang-froid, sauta à bord. Ce geste fou allait le poursuivre durant toute sa vie. Dans l'esprit de tous, l'armateur, tout comme le capitaine, devaient être les derniers à quitter le navire. À 2h10, Thomas Andrews fut interpellé par un steward alors qu'il était adossé à l'une des cloisons du petit salon. « Monsieur Andrew, vous devriez monter sur le pont, il ne reste que 2 radeaux. » L'architecte ne répondit même pas. Son regard était fixe, il semblait déjà loin. Au même instant, le capitaine Smith entra pour la dernière fois dans le poste radio. « Monsieur Bride, Monsieur Phillips, je vous félicite. Vous avez fait tout ce qu'un marin peut faire en pareille circonstance. À partir de cet instant, c'est chacun pour soi. » Sans se consulter, Phillips et Bride saluèrent le commandant. « Dieu vous garde, commandant. » Les 2 jeunes hommes ne demandèrent pas leur reste et s'éclipsèrent. Au moment où ils arrivèrent sur le pont, l'orchestre jouait le dernier morceau.
un dernier morceau qui sonnait le glas du Titanic et accompagnait vers la mort les derniers passagers présents. Plus près de toi, mon Dieu. Il y avait là Murdoch, à bout de force, Lightoller et les derniers officiers. Des dizaines de survivants sautaient par-dessus bord. Le Titanic gronda de toutes parts. Il était 2h17 lorsqu'il piqua fortement du nez, créant ainsi des lames de remous. L'une d'elles, plus forte que les autres, balaya le pont, emportant Murdoch, Lightoller et les autres. Tous périrent à cet instant, sauf Lightoller qui fut repêché. Dans un terrible craquement, le Titanic se coucha de 20 degrés sur tribord. Les structures cédèrent de tous côtés sous les efforts demandés à l'acier. Les câbles de soutien de la cheminée avant lâchèrent. L'énorme tuyau rouge et noir se disloqua dans un bruit de ferraille et s'abattit sur les nageurs qui tentaient vainement d'échapper à leur destin. Un raz de marée engloutit le poste de commandement où le capitaine Smith récitait une dernière prière. Comme il se l'était toujours promis, il mourut à son poste et debout comme un homme. 1 minute plus tard, dans un grondement de tonnerre, les chaudières se détachèrent du fond du navire, arrachant tout sur leur passage et ventrant la coque. Les derniers irréductibles s'accrochèrent aux rampes en hurlant. Sur les chaloupes, les rescapés, médusés, assistèrent à l'agonie du géant des mers. Les lumières se mirent à clignoter durant quelques secondes avant de s'éteindre à tout jamais. Dans un fracas assourdissant, la coque se brisa en deux. La partie avant disparut instantanément dans les profondeurs, tandis que la partie arrière, tel un monolithe de 100 mètres de haut, se dressa fièrement vers le ciel, implorant le pardon des dieux de l'océan. À 2h20, elle s'enfonça d'un coup pour aller reposer par 3700 mètres de fond, emportant avec elle la vie de 1490 hommes, femmes et enfants. Quelques minutes plus tard, on n'entendit plus que les cris désespérés de ceux qui avaient été projetés à la mer au tout dernier moment. Dans l'obscurité quasi totale, ils appelaient à l'aide, imploraient les chaloupes de revenir sur les lieux, mais les matelots avaient tous entendu des récits terrifiants sur le sujet. Revenir sur les lieux, c'était s'exposer aux assauts de dizaines de naufragés prêts à faire chavirer les canots pour monter à bord. Il ne fallut pas longtemps pour que les appels au secours se fissent moins nombreux. La plupart des nageurs moururent de froid dans le quart d'heure suivant leur plongeon fatal. Seuls quelques hommes, dotés d'une constitution hors du commun, réussirent à nager sur 300 mètres jusqu'aux chaloupes et furent repêchés. Environ 1 heure plus tard, l'officier Lowe prit la direction des opérations. À la barre du canot 14, il réussit à réunir les canots 10, 12, 4 et le radeau D. Faisant preuve d'un remarquable esprit d'initiative, il transborda tous ses passagers sur les autres embarcations. Et secondé de 10 volontaires, il revint sur les lieux du drame. Ce qu'il découvrit était insoutenable. Des centaines de corps, engoncés dans leurs gilets de sauvetage, flottaient à la surface. Les visages givrés des cadavres n'avaient même pas les yeux fermés. On eût dit des statues de sel flottant à la dérive. C'est au milieu de ce macabre spectacle qu'il repêcha 4 naufragés encore vivants. L'un d'eux mourut d'épuisement 1 heure plus tard. Vers 3h30, Lowe se redressa sur son banc. Là-bas sur l'horizon, j'aperçois des fusées. C'était le Carpathia, arrivant à toute vapeur. À 4h10, Madame Elizabeth Arden fut la première à monter à bord. Mais ce ne fut qu'à 8h30 que le dernier rescapé du Titanic posa le pied sur le pont du cargo. Le livre de bord du Carpathia mentionna qu'à 8h50, le commandant du navire donna l'ordre de faire route sur New York. C'est à peu de choses près au même instant que Bruce Ismay télégraphiait la nouvelle qui allait occuper la une de toute la presse internationale. Le Titanic a sombré après avoir heurté un iceberg. Seules 711 âmes ont pu être sauvées. 1490 ont péri. Le 18 avril 1912, à 9h du matin, le Carpathia entra dans le port de New York. La justice des hommes allait pouvoir se mettre en marche pour déterminer les responsabilités d'un tel drame. Mais qui désigner comme coupable? Bruce Ismay, l'armateur du Titanic? Les remords allaient suffisamment le hanter. Thomas Andrews, l'architecte? Dieu et son âme. La banquise? On aurait bien sujet d'accuser la nature. Alors qui? La folie des hommes, sans doute. En voulant se dépasser, ils dépassent souvent les limites que Dieu leur a fixées.
Ainsi s'achève cette lecture. J'espère que cette heure passée à bord du Titanic vous aura permis de redécouvrir cette histoire sous un angle différent, en prenant le temps de vous imprégner dans son récit, ses personnages et son époque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette expérience. Vos retours me seront précieux pour imaginer les mises en scène des prochains livres audio qui pourront trouver leur place sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également la soutenir par un simple j'aime, un commentaire, blablabla. J'ai déjà dit tout ça en introduction. Mais il y a quelque chose que je ne cesserai jamais de vous dire. C'est merci d'avoir partagé ce moment sur Curious History. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, peut-être même nuit, et je vous donne rendez-vous le plus vite possible sur votre chaîne d'histoire maritime, Curious History.